Bonsoir à tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire des cahiers pédagogiques du numéro 603 qui s'intitule École et pauvreté. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Andrea Capitanescu Benetti. Je suis formatrice et chercheuse à l'Université de Genève dans l'équipe LIFE et j'interviens en formation à l'enseignement et également membre des cahiers pédagogiques. Et ce soir, j'ai l'honneur d'animer un webinaire sur un sujet qui me tient à cœur, école et pauvreté. Comme vous savez, cette question n'est pas neuve parce qu'on peut aussi redécouvrir ces questions pédagogiques que nous avons déjà travaillé dessus dans nos webinaires. Il y a à peine 4 ans, il y avait déjà un webinaire avec l'un des intervenants de ce soir, Jean-Paul Delahaye. Donc, nous vous invitons d'aller sur le site des cahiers pédagogiques, découvrir les écrits, les numéros, les webinaires que nous avons maintenant commencé à avoir une jolie collection de sujets et de problématiques qui nous tiennent à cœur. Mais ce soir, École et pauvreté, donc j'ai le plaisir d'accueillir vraiment beaucoup d'invités. Tout d'abord, Elisabeth Buissienne et Dominique Séguetchan, qui ont été les coordinatrices en chef de ce numéro. Donc, par la suite, elles vont nous raconter un peu pourquoi cette problématique de la pauvreté en lien avec l'école ou ce que l'école fait à ce que la pauvreté fait à l'école. Ça nous intéresse. Et bien sûr, des invités qui ont beaucoup travaillé sur la question. Jean-Paul Delahaye, que vous connaissez déjà par ailleurs par ses écrits sur ses écrits l'exception consolante, hein, c'est cette expression dont vous avez témoigné dans votre ouvrage. C'était presque de la sociologie en herbe. Vous étiez un peu dans ce roman biographique L'exception consolante. Il y a aussi l'ouvrage L'école n'est pas faite pour les pauvres. On voit bien un titre provocateur, mais que en tant que sociologue, on se rend bien compte que c'est vrai. Et tout dernièrement, vous avez même encore frappé dans le style du roman, Frapper les, et qui s'intitule Frapper les pauvres. Donc, il y a de quoi lire, il y a de quoi se documenter sur ce sujet qui nous paraît grave, qui nous paraît essentiel pour une école qui se veut égalitaire et peut-être mieux, même équitable. Ensuite, nous avons comme invité Nicolas Serradin et aussi David Dumont, qui sont des personnes importantes autour de ces questions de la pauvreté à l'école, tant du côté des familles et du côté des établissements scolaires. Donc, avant de vous donner à tous la parole, tout simplement, on va introduire la soirée avec la thématique même du dossier. Donc, je vais donner la parole en premier à Elisabeth Buissienne. Si tu peux aussi te présenter dans ton parcours et en fait, pourquoi cette problématique dans ce dossier école et pauvreté, hein, que j'ai ici dans les mains, mais que vous trouvez très très facilement sur le site des cahiers pédagogiques. À toi, Elisabeth. D'accord, bonjour à tous et toutes. Alors, donc moi, j'ai contribué avec Dominique Séguetchian à la coordination de ce numéro. Je suis professeure de français à la base. J'ai passé toute la deuxième moitié de ma vie professionnelle en IUFM, SP, INSPE, autres variantes de la même chose. Et je suis membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Pourquoi ce dossier? L'idée est venue du colloque de la FCPE en 2024, qui était un colloque justement sur le thème Ce que la pauvreté fait à l'école, ce que l'école fait de la pauvreté. Et nous remercions la FCPE de nous avoir autorisé à reprendre sa thématique pour la creuser par nos moyens qui sont une revue. On avait déjà fait, il y a une dizaine d'années, un dossier sur la classe populaire
Et donc là, on a vraiment voulu se centrer sur ce que les statisticiens appellent grande pauvreté ou pauvreté relative, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, hein. Euh, Parce que, par exemple, il peut y avoir en REP des, des élèves dont les familles ne sont pas dans la pauvreté, et il peut y avoir en dehors des zones géographiques défavorisées des poches de pauvreté et des élèves pauvres dans des classes où nous ne les remarquons pas forcément. En plus, la pauvreté, c'est vrai que très souvent, on ne la voit pas. Et puis, on nous a appris un peu aussi à ne pas la voir, on nous a appris à traiter tous nos élèves de la même manière pour éviter des injustices. Donc nous, on a voulu montrer que ça existait, on a voulu montrer ce que c'était. On se disait que finalement, ce que l'école fait à la pauvreté, c'est souvent de ne pas la voir, ou de ne pas vouloir la voir, ou de ne pas pouvoir la voir. Il y a une autrice du dossier qui, elle, est beaucoup plus sévère, qui dit c'est lui claquer la porte au nez. Bon. En même temps, on sait bien que la pauvreté impacte les parcours scolaires et que c'est difficile de faire comme si elle n'existait pas, hein. Alors, je ne rentrerai pas sur le détail de la façon dont ça impacte les parcours scolaires. Il y a d'ailleurs de très bons articles dans le dossier là-dessus, et en particulier celui d'une recherche menée par ATD Carmonde. On ne voit pas, ou alors on voit à travers des préjugés. Attention, hein, je ne voudrais pas donner l'impression de faire du prof bashing. Je ne parle pas tellement des individus, mais plutôt d'un fonctionnement de l'institution euh, qui n'aide pas, hein. Je pense par exemple à cette jeune fille dont le cas est relaté dans le dossier, qui voulait faire médecine et à qui on a, mais avec la meilleure bonne volonté du monde, conseillé de faire plutôt un BTS. Alors ça peut être dans le domaine de l'aide à la personne, mais faire plutôt un BTS parce que quand même, vu le milieu dont elle venait, les études de médecine, c'est trop long, c'est pas possible. Et quand je parle de préjugés, c'est vraiment avec la meilleure bonne volonté du monde, hein. C'est pas pour être désagréable, au contraire, c'est même une certaine forme de bienveillance, ou en tout cas qui se veut comme une certaine forme de bienveillance. Euh, et puis, il y a tous les malentendus entre les élèves et nous, parce qu'il n'y a pas d'entre-soi, qu'il y a des comportements d'élèves qu'on peut interpréter très mal, qu'il y a des malentendus parfois aussi avec les familles, et qu'à force de ne pas voir la pauvreté, eh bien, la communication ne fonctionne plus. Donc, il n'y a pas de volonté de juger, il n'y a pas de volonté de stigmatiser. Je vous dis, il peut même y avoir de la bienveillance, et en même temps, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui est rompu. Donc, nous, ce qu'on a voulu dans ce dossier, qui nous a guidés à titre de problématique, je terminerai là-dessus, c'est bien de montrer la pauvreté, de réfléchir au regard qu'on peut porter sur les élèves et les familles pauvres, un regard qui doit rester aussi dans la mesure, dans la discrétion, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être intrusif, inquisiteur, ou de ne pas respecter la vie privée. Non, j'aurais presque envie de dire c'est des familles qu'il faut traiter comme les autres, avec toutes leurs différences. Et nous avons voulu aussi dans ce numéro, mais là je vais laisser Dominique Séguetchian, qui a coordonné le dossier avec moi, en parler. Nous avons voulu, parce qu'on n'est quand même pas les premières à se préoccuper du sujet, faire un peu un panorama de... Et une fois qu'on a constaté qu'il y avait des élèves et des familles pauvres dans notre école, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même là que ça devient important et intéressant. Je passe la parole à Dominique Séguéchon. Et pourquoi vous avez en fait composé ou tricoté le numéro avec ces trois parties, hein, je les ai sous les yeux, pauvreté visible et invisible, une école qui ne se résigne pas, et agir collectivement. Et bien sûr, on rappelle les lecteurs et les intéressés, les amoureux des cahiers pédagogiques, que nous trouvons aussi énormément d'articles en lien avec les numéros sur notre site Internet. Bonjour à tous et à toutes. Euh,
Alors, comme tu le disais, la première partie fait un peu un panorama des pauvretés, mais avant, effectivement, je vais me présenter. J'ai débuté ma carrière en tant que professeur de lettres-histoire en lycée professionnel dans la région parisienne. Puis, je suis devenue professeur de français seulement dans le secondaire. J'ai été formatrice en formation continue et depuis que je suis à la retraite, je suis présidente d'une association de prévention spécialisée dans un quartier difficile, hein, QPV. Cette association, je l'ai rencontrée dans le cadre de l'école, puisqu'elle intervenait et que nous avions dans le dernier collège où j'ai officié une éducatrice de prévention spécialisée en charge de la prévention du décrochage scolaire. Voilà. Alors, dans toute la première partie euh, consacrée à la façon dont l'école appréhende la pauvreté, c'est en fait la façon dont elle est impactée, mais ce n'est pas elle qui est au départ impactée. Ce sont les élèves qui sont impactés et cette pauvreté, par tous les biais qu'elle génère, impacte leur réussite et donc constitue pour nous enseignants ou pour l'équipe pédagogique un obstacle dans la réalisation, l'accomplissement de notre mission. La deuxième partie euh, est plutôt centrée, alors une école qui ne se résigne pas, est plutôt porteuse de pistes de, d'action, de réaction et d'action. Alors c'est difficile d'élaborer un plan parce que on trouve des pistes aussi dans les articles de la première partie, parce qu'on ne peut pas faire un tel constat sans s'interroger sur la façon dont on peut apporter des réponses, interpréter et apporter des réponses. Et quand on prétend apporter des réponses ou qu'on essaye d'apporter des réponses, forcément c'est sur la base d'un constat. Cette deuxième partie s'ouvre sur un article qui aborde les choses sous un angle qui nous a surprise, complètement inattendu. C'est l'article de Chloé Bocquier et Jean-Baptiste Prévost pour une pédagogie de la frugalité, qui part du constat que c'est aussi des établissements qui peuvent être des établissements pauvres, des conditions de travail où les moyens mis à disposition sont pauvres, mais où en même temps, il faut élaborer une pédagogie qui permette de construire de façon exigeante des projets, des savoirs, des apprentissages, euh, voilà, de façon exigeante. C'est ça ce qui est important, quelles que soient les conditions dans lesquelles on travaille. Ça nous semble très symbolique, en fait, cet article. Il y a aussi, face à des articles euh, qui traitent de la façon dont on peut réagir face à des problématiques qui semblent en dehors du champ de l'école. Je pense à l'article de Sandrine Lemoine sur les problématiques de logement et ce que l'école peut faire sur ce type de problématiques. Et puis certains articles dans le dossier, entre les premières et les deuxièmes parties, semblent se répondre. Ainsi, l'article de Marion Fellera, Tordre le cou à l'adversité, répond à l'article d'ouverture de Léa Masson pour que les élèves puissent oser des orientations ambitieuses, comment on peut travailler sur la restauration de leur image d'eux-mêmes. Enfin, dans la troisième partie, qui nous a semblé vraiment essentielle,
c'est de se dire qu'on n'est pas seul. Alors, on n'est pas seul dans l'établissement. C'est souvent les réponses sont des réponses d'équipes d'enseignants, d'équipes éducatives euh, qui peuvent être animées par les chefs d'établissement d'ailleurs, par des conseillers principaux d'éducation, etc. Mais aussi, elle n'est pas seule dans son environnement. Et ça, c'est important. C'est important de travailler avec les parents. On a un article coécrit par une représentante de parents d'élèves et une directrice qui montre comment l'investissement des parents est positif dans l'école. Il y a des associations qui peuvent intervenir. Par exemple, un article de l'équipe lyonnaise d'ATD Carmonde sur la façon dont ils ont animé des ateliers autour d'albums traitant de la question de la pauvreté. Euh, on a également la possibilité de faire appel à des médiateurs ou des animateurs socioculturels. Et il y a un article sur des animations théâtre, par exemple. Et puis, on a autour de nous des professionnels, comme par exemple les orthophonistes. Et dans mon expérience, ce qui s'est avéré important, c'est qu'avec l'accord des élèves et de leurs familles, eh bien, ça m'est arrivé, ça a été toujours très constructif, d'entrer en contact avec une orthophoniste qui suivait tel ou tel de mes élèves. Alors, comme toujours dans les dossiers des cahiers pédagogiques, nous avons veillé à associer les différents niveaux de l'éducation, primaire, secondaire, professionnelle, urbain et rural, même si la ruralité est peu représentée, elle l'est par un article de Nicolas Serradam. Il y a une ouverture à l'international avec un article, une interview d'un collègue grec avec une expérience canadienne. Il y a des articles issus du terrain avec, entre autres, de très beaux portraits d'élèves. On a évoqué Inès, mais il y a aussi Bilal, Ilona, Ibrahima qui traversent ce dossier, Babak. Et ces articles de terrain se répondent avec des articles de chercheurs, Dominique Lahanier, Yves Reter, l'équipe de recherche CIPES d'ATD Carmonde, Jean-Paul Delahaye, bien sûr, et qui permettent d'élargir le point de vue, de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on vit au terrain et qui, en retour, nourrissent nos pratiques de terrain. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi 4 articles sur le site. Merci infiniment. Alors, je rebondis sur la dernière personne que tu as citée, Jean-Paul Delahaye. Je vous laisse aussi vous présenter vous-même actuellement dans la position, le travail que vous menez autour de cette question et pourquoi cette question, elle est à prendre un peu comme un taureau par les cornes aujourd'hui dans notre école. Pourquoi on ne peut pas fermer les yeux sur ces questions de pauvreté à l'école? Bah, tout d'abord, merci pour cette invitation. Merci surtout d'avoir porté ce sujet, pauvreté école. Vraiment, c'est un sujet qui est très, très, très important et grand merci au cahier pédagogique. Alors, sans remonter quand même très, très loin, je pense quand même qu'on peut dire que ce sujet de la pauvreté à l'école, en gros, le sujet des inégalités à l'école, c'est un combat qui peut paraître sans fin. J'ai remis en 2015 un rapport Grande pauvreté et réussite scolaire qui reprenait pratiquement le même titre qu'un rapport précédent de 1992, 23 ans avant,
le rapport de Philippe Joutard et j'arrivais à peu près aux mêmes conclusions que lui. Il ne faudrait pas qu'on attende 23 ans de plus, un rapport en 2038 pour poser les mêmes sujets, poser les mêmes questions et s'apercevoir qu'on a finalement aussi peu de réponses. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. C'est un combat qui peut paraître sans fin. Deuxièmement, je veux dire aussi que l'école n'est pas responsable de tout. Comment est-ce qu'on peut entrer sereinement dans les apprentissages quand on rencontre avec sa famille des difficultés pour joindre les deux bouts avant la fin du mois, pour se loger, pour se nourrir, pour s'habiller, pour sortir, pour se cultiver. Faisons appel au grand Jean Jaurès qui disait dès 1906, quiconque ne rattache pas le problème scolaire, ou plutôt le problème de l'éducation, à l'ensemble du problème social, se condamne à des efforts ou à des rêves stériles. Donc, l'école n'est pas responsable de tout. Néanmoins, et vous le montrez très bien dans ce numéro des cahiers pédagogiques, l'école n'est pas sans moyens pour mieux répondre aux besoins des enfants de la pauvreté, qui sont quand même, il faut le rappeler, dans notre système éducatif, plus de 3 millions, hein, c'est-à-dire plus de 20% de nos effectifs, un élève sur 5. Donc, ça n'est pas rien. Et donc, évidemment, on a à s'interroger sur la manière dont notre système se débrouille pour finalement assez peu avancer dans ce sujet. Je rappelle quand même, quand on regarde ce qui se passe dans le système éducatif, qu'on assiste à une disparition progressive des enfants de milieu populaire au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie des diplômes. Donc quand même, on a un sacré problème. On est un des pays de l'OCDE dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les destins scolaires. Donc quand même, c'est pas à l'honneur de notre pays. Donc comment est-ce que l'on peut s'en sortir? J'essaie de dire dans cet article que il faut qu'on prenne bien conscience que rien ne se fera, c'est ma conviction profonde, rien ne se fera de solide si les milieux populaires eux-mêmes ne parviennent pas à peser sur les politiques publiques d'éducation. De façon générale, il faudrait qu'on arrive dans ce pays à ouvrir le débat sur l'école à l'ensemble des citoyens pour sortir du débat entre initiés, entre professionnels, entre experts. Parce que si on ne fait pas partager un minimum le diagnostic de la situation de notre école, on ne parviendra pas à faire partager les 3, 4, 5 grands objectifs qui permettraient à notre école de se sortir de cette difficulté. Et sans être trop long dans ce premier propos, dans cet article, voilà, j'évoque quelques leviers qui seraient possibles de faire partager à l'ensemble de nos concitoyens. Et il n'y en a pas 50, hein, il y en a quelques-uns. Le premier, et encore une fois sans être trop long, c'est quand même la question des enseignants. On ne parviendra pas à la réussite de tous les élèves, on ne parviendra pas à se sortir d'un système éducatif qui est très performant pour trier et pour sélectionner, mais finalement pas pour faire réussir tous les élèves, si on n'a pas des enseignants mieux formés. Aujourd'hui, on constate dans notre pays qu'on fait des économies sur la formation des enseignants, qu'elle soit formation initiale ou formation continue. Donc ça, c'est pas possible que ça puisse continuer comme cela. On a des enseignants qui sont mobilisés hein, dans la réussite de tous les élèves, mais qui sont assez trop souvent démunis dans la palette des démarches pédagogiques possibles, dans la démarche des didactiques possibles, dans la connaissance des différents publics scolarisés. Nos enseignants ne viennent pas des milieux populaires, c'est pas de leur faute, mais il faut que dans la formation initiale, on les introduise à la diversité des publics qu'ils auront devant eux. Donc des enseignants mieux formés, des enseignants mieux payés. Comment est-ce qu'un pays comme le nôtre, depuis une quarantaine d'années, a-t-il pu laisser s'enfoncer à ce point les salaires des enseignants? Aujourd'hui, les enseignants français sont les plus mal payés d'Europe. Donc ça, c'est absolument insupportable. Et donc, si on a des enseignants mieux formés, si on a des enseignants mieux payés, on peut penser qu'on aura aussi des enseignants mieux recrutés, c'est-à-dire on recrutera les meilleurs étudiants pour venir nous aider dans cette mission de réussite de tous les élèves. Merci beaucoup. Alors, il y a, oui, effectivement, la question des enseignants, de leur formation, d'une meilleure connaissance en fait de leur public aussi, de ce qu'ils ne connaissent pas, ou là où il faudrait travailler. Mais il y a aussi la question de l'équipe enseignante, des éducateurs. Est-ce que Nicolas Serradin pourrait intervenir sur ces questions-là? Bonjour, donc je suis Nicolas Serradin, je suis donc CPE au collège Lucie Aubrac à Tourcoing. Donc j'exerce dans ce collège depuis 2016. Donc je vais revenir un petit peu sur mon article, hein. Alors le point de départ de l'article, c'était aussi de constater que justement
le rapport grande pauvreté et réussite scolaire, donc qui date de 2015, est toujours d'actualité. Et ça a été un petit peu le point de départ de l'article, puisque quand j'avais pris connaissance de ce rapport en 2015, ça avait été un choc pour moi. Et du coup, ça m'avait donné envie aussi de m'engager dans un collège REP+, donc en éducation prioritaire renforcée, avec l'idée que l'école pouvait collectivement se donner les moyens d'agir auprès donc des élèves les plus défavorisés. Et finalement, 10 ans plus tard, ce que moi je constate au quotidien, c'est une forme toujours d'inertie, hein, du système scolaire, et particulièrement lorsque les élèves ne correspondent pas aux attendus implicites de l'école. Alors concrètement, cette inertie, bah, elle se manifeste très tôt dans les parcours, puisque parfois, avant même l'arrivée des élèves au collège, par le biais, par exemple, des liaisons CM2, 6e, on a déjà un certain nombre d'informations sur l'élève qui vont finalement un peu induire les parcours de l'élève sur les 4 années du collège. Euh, Ce que je constate aussi, et j'en parle, hein, donc les écarts à la norme scolaire, qu'ils soient comportementaux, langagiers ou sociaux, finalement, vont être rapidement interprétés comme des manques, hein. On parle régulièrement, j'en parle dans l'article, hein, mais du manque de travail, de motivation, de volonté, ou aussi d'inadaptation, hein, de l'élève au système scolaire. Et finalement, on va porter plus un jugement, qu'on va chercher à comprendre les situations. Je parle des conseils de classe, notamment, où on retrouve souvent cette notion dans les appréciations de manque de travail personnel, sans qu'on aille interroger ce que recouvrent réellement ces mots. Et c'était déjà pointé d'ailleurs dans le rapport de Jean-Paul Delahaye en 2015. Et la deuxième chose aussi que je voulais mettre en avant dans l'article, c'était cette tension entre visibilité et invisibilité. On en a parlé aussi en introduction. Certains élèves donc issus de milieux défavorisés restent invisibles. Alors aussi parce qu'ils tiennent dans la classe, c'est-à-dire qu'ils vont réussir scolairement. Je prends l'exemple dans l'article d'un élève qui a fait toute sa scolarité, et en troisième, il finit par dire à sa professeure de français que le champ lexical de la pauvreté, c'est lui. C'est un élève qui est passé, qui a fait toute sa scolarité sans se faire remarquer, parce qu'il entrait aussi dans les normes attendues du système scolaire. Mais à l'inverse, il y a aussi des élèves qui correspondent pas donc aux implicites de l'école, aux attendus de l'école, qui vont trop bouger, qui vont trop parler fort, qui vont ne pas tenir en place. Alors ces élèves, ils sont très visibles, mais c'est une visibilité finalement qui dérange et qui se traduit souvent par des mises à l'écart, hein. Donc on parle, je pense aux exclusions de cours, ou finalement aux dispositifs aussi périphériques, puisqu'on les envoie dans d'autres structures, comme si au fond on cherchait moins à comprendre ces élèves qu'à les faire disparaître du cadre ordinaire de la classe. Et ce que j'ai voulu aussi défendre dans l'article, c'est l'idée qu'on ne peut pas penser la réussite scolaire sans interroger ce que l'école fait à celles et ceux qui rentrent pas dans les normes implicites, et qu'on ne peut pas entendre ces élèves sans accepter finalement de déplacer notre regard. Donc c'est voilà, genre j'apporte pas de solution magique, hein, dans l'article, mais peut-être juste un déplacement de regard sur les élèves qui pose le plus de problèmes, on va dire, au système scolaire. Sans transition, on parle aussi en filigrane des parents, en fait, de ce que ça fait aux familles, de ce que cette pauvreté des familles, comment on peut prendre ça en compte. Alors, la parole à David Dumont. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Écoutez, moi je suis David Dumont, secrétaire général adjoint de la Fédération de parents d'élèves FCPE, largement et historiquement engagé sur cette question-là, hein, depuis, on va fêter bientôt nos 80 ans pour notre belle et vieille fédération.
Cette question d'égalité, cette question sociale, elle fait partie de notre ADN. On est la seule fédération d'ailleurs à avoir un projet éducatif et c'est inscrit dans notre projet éducatif. Donc, les représentants de parents d'élèves, puisqu'on est une fédération de représentants de parents d'élèves, hein, dans leur quotidien, d'ailleurs, qui n'est pas toujours évident parce que l'institution scolaire malmène quelquefois aussi les élus, les mandats des élus, et quand ils sont dans les différentes instances, régulièrement ont à questionner la question des moyens. Jean-Paul Delahaye parlait des conditions de travail des enseignants, du remplacement des enseignants, des financements d'activités diverses et variées. Nicolas Serradin, CPE, sur les questions des foyers socio-éducatifs, de toutes ces activités, de tous ces moments qui permettent un moment aussi de faire école autrement. Nos adhérents, nos représentants de parents d'élèves sont régulièrement aussi en difficulté sur ces questions-là parce qu'ils souhaitent le défendre, parce que nous connaissons les conséquences à un moment de l'absence de tous ces dispositifs. Il n'y a pas si longtemps que ça, la défenseuse des droits a interpellé la Cour des comptes sur la rupture d'égalité sur les heures de cours perdues, donc sur les heures d'absence de professeurs qui ont tout à fait le droit d'être absents pour différentes raisons, formation, maladie et tout. Mais en fait, aujourd'hui, l'institution n'arrive plus à remplacer. Et on sait très bien, nous, dans notre fédération, que tous ces problèmes, quand l'institution n'est pas puissante sur ces questions-là, elles impactent directement le quotidien des enfants les plus défavorisés, des enfants et des familles les plus pauvres, des enfants et des familles qui sont les plus éloignés des codes de l'éducation. Les classes moyennes supérieures vont mettre en place des stratégies quand il manque des professeurs, de contournement en mettant du soutien scolaire ou des choses comme ça. Et c'est pas le cas de toutes les autres familles qui attendent en plus bien souvent tout de l'école publique et qui se retrouvent complètement désarmés sur cette question-là. Donc, on est particulièrement engagé là-dessus. C'est pour nous aussi une question importante sur la question du lien et du contact avec ces familles. Et c'est assez compliqué d'ailleurs parce que vous parliez tout à l'heure de la dimension invisible. La pauvreté ne se brandit pas comme un étendard. Donc, quand on est impacté par cette condition sociale-là, c'est pas quelque chose qu'on revendique. Et c'est pas, au contraire, on essaye un petit peu de passer sous les radars ou de pas trop être visible ou de faire ça en silence, de venir demander les aides. Et ça, c'est pareil, c'est une question sur laquelle on pourra revenir à un moment. Des dispositifs d'aide sociale qui sont en train d'être déconstruits au fur et à mesure là, du manque d'ambition politique sur ces questions-là. Et dans notre fédération, qui à force, comment dire, rassemble des représentants de parents qui sont formés régulièrement par la fédération et qui deviennent des initiés, on a aussi des difficultés à rencontrer et à toucher ces familles-là, à les approcher pour pouvoir justement les soulager, peut-être les accompagner, les défendre si besoin aussi à un moment sur certains dossiers. Quand il faut mettre en place des dossiers MDPH aujourd'hui sur des enfants à besoins éducatifs particuliers, quand des familles se retrouvent, des familles et des enfants et des élèves se retrouvent exclus d'activités pédagogiques particulières, par exemple des sorties, des voyages, ou parce qu'on n'a pas le financement, on ne peut pas partir. On voit bien après tout ce que ça génère de réactions. Voilà, donc nous, depuis très longtemps, on milite pour la coéducation. Depuis très longtemps, on porte cette question de communauté éducative et on pense aujourd'hui dans les perspectives qui, malgré le climat qui ne, comment dire, qui ne laisse pas place à ce moment-là, de ne rien lâcher sur le fait qu'il faille favoriser, maintenir une communauté éducative avec l'ensemble des acteurs parce que c'est un des moyens pour répondre et surtout pas fragmenter les différents acteurs éducatifs que sont les enseignants. Vous parliez tout à l'heure des centres sociaux, des quartiers, de l'environnement social d'une école qui interviennent là-dedans et il faut absolument aujourd'hui pour répondre et faire face à cette question-là et éviter l'exclusion de l'école républicaine, hein, que l'ensemble des acteurs éducatifs d'une communauté éducative, d'un espace éducatif puisse faire front pour les plus démunis. C'est un devoir
c'est un devoir de solidarité, quoi. Donc c'est pareil, voilà, c'est quelque chose qu'on porte dans notre fédération. Donc voilà, pour vous présenter rapidement, j'aurai certainement la possibilité de revenir tout à l'heure sur les questions, mais et donc pour finir, nous avons été l'année dernière organisateurs d'un colloque national. Alors colloque national réservé aux représentants, aux responsables départementaux de notre fédération, où une centaine de personnes ont participé dans la ville d'Avignon à cette question de la pauvreté, où nous avions repris, et je vous corrige un tout petit peu, Andrea, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, le titre, nous l'avions emprunté et à Jean-Paul Delahaye qui nous l'avait bien accordé, puisque c'était le titre Merveilleux. d'un de ses travaux et d'une de ses conférences sur ce que Mhm. fait l'école de la pauvreté, et où différents acteurs, différents éducateurs, des parents aussi qu'on est venu faire témoigner pendant une journée pour traiter de cette question-là, pour que on revitalise cette question-là dans la préoccupation de nos adhérents et de nos représentants de parents d'élèves, pour remettre cette question-là aussi au niveau des associations départementales et des associations locales, pour, je vais le dire rapidement, pour ne rien lâcher sur cette question-là, quoi. Voilà. Merci. Merci. On voit bien le pillage de cette question théorique de la pauvreté, mais tout aussi pratique, hein. Je suis entourée ces derniers temps, en préparant ce webinaire, avec d'autres auteurs et d'autres personnes qui ont pensé ces questions. Et j'avais un peu dans mon cartable des questions. Est-ce que le destin se fait au berceau? Est-ce que c'est vraiment le triomphe des égoïsmes actuellement, hein? Donc, on a ça en arrière-coulisses parce que chaque élève compte, et quand les sans-abri parlent dans les sans-voix parlent de l'école, ils nous disent beaucoup de choses. Donc, on commence à avoir des savoirs de plus en plus puissants sur ce que ces familles vivent, sur ce que ces enfants qui viennent de la grande pauvreté vivent dans les murs de l'école. Ça nous importe. Peut-on encore faire quelque chose, même si la question, elle est inlassablement, hein, elle revient, hein, sur le métier, comme l'a dit Jean-Paul Delahaye, quelques réponses à la fois peut-être sociales, mais aussi didactiques, aussi au niveau des murs de l'école, parce qu'un enseignant pourrait se dire, je comprends tout ça, je réalise tout ça, c'est dur, mais est-ce que moi, à mon niveau, avec ma classe, je peux déjà faire quelque chose? Et on voit, hein, en tant que formatrice d'enseignants, je vois aussi mes étudiants qui reviennent parfois de certains endroits, hein, du canton, et ils se disent, ah là, c'était dur. Là, on voulait partir au ski. Toute la classe ne sait pas skier et n'ont pas d'habit de ski. Comment on fait? Tout simplement. Mais même au-delà de là, on l'a bien vu pendant le Covid, si les enfants ne pouvaient pas manger à l'école, est-ce qu'ils mangeaient? Voilà, donc on se pose des questions aussi très très simples au niveau des murs de l'école. Donc, Alors, sur les mesures très concrètes, je vous renvoie effectivement à ce que j'ai pu écrire dans mon rapport Grande Pauvreté, parce qu'il est toujours en ligne sur le site du ministère, et il fourmille effectivement d'exemples de terrain montrant qu'on n'est pas sans réponse possible dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Mais de façon plus générale, la question des inégalités, vous l'avez dit, hein, c'est une question sociale. Et est-ce que les réponses données par le système éducatif, pour ce qui concerne sa propre responsabilité, sont des réponses satisfaisantes? La réponse est non. Parce que les bourses ne sont pas au niveau, les fonds sociaux sont des variables d'ajustement et les établissements ne peuvent pas compter là-dessus d'une année sur l'autre. On manque cruellement de médecins de l'éducation nationale. Il y a un rapport parlementaire qui est sorti il y a 2 ans qui dit que 8 enfants sur 10 n'ont jamais vu de médecin scolaire. C'est pas comme ça qu'on peut évidemment aider les familles qui sont en grande difficulté. On manque d'infirmiers, on manque d'assistants sociaux. Bref, la question, elle est sociale, mais elle n'est pas que sociale, elle est effectivement aussi pédagogique. Et là, les enseignants ne sont pas responsables non plus de tout ce qui se passe dans le système éducatif. Pourquoi est-ce que notre école ne parvient pas à organiser une scolarité obligatoire qui soit pensée pour tous les enfants, pour tous les élèves, dans ses contenus, je veux dire avec des contenus qui soient plus diversifiés
et qui ne retiennent pas seulement les contenus qui permettent aux élèves de passer le concours d'entrée à l'école normale supérieure ou à Polytechnique. Donc, on n'a pas une scolarité obligatoire qui est organisée pour un commun, mais qui est déjà organisée pour trier et pour sélectionner. Le temps de la scolarité obligatoire, ce n'est pas le temps du tri et de la sélection. Pour que ce soit possible, il faut que cette scolarité obligatoire, elle ait les moyens qui soient compatibles. Pourquoi est-ce qu'on est un pays, la France, qui dépense moins pour son école primaire et son collège que les autres pays en Europe? Et pourquoi est-ce qu'on est un pays qui dépense plus que les autres pays en Europe pour son lycée? La France, donc, marche sur la tête et donc il faut redonner la priorité en termes de moyens à la scolarité obligatoire. On a une opportunité actuellement, c'est la baisse des effectifs, c'est la baisse démographique. Est-ce que le gouvernement se servira de cette baisse démographique pour utiliser les moyens qui sont disponibles donc pour baisser les effectifs dans les classes? Je vous renvoie à la préparation de la rentrée 2026 et ça s'annonce pas évidemment de cette manière. Pourquoi est-ce que dans notre pays, on a une orientation des élèves qui soit aussi liée aux origines sociales? Tout ça est très documenté, à résultat identique en fin de troisième, selon que vous êtes enfant de milieu populaire ou selon que vous êtes enfant de classe moyenne ou de classe favorisée, vous n'aurez pas la même orientation. Donc la question est sociale, la question est pédagogique, et quand on énumère tout cela, on voit bien en gros qu'on sait à peu près ce qu'il faudrait faire pour que tous les enfants réussissent à l'école, et y compris les enfants de milieu populaire. Ça veut dire que la question n'est pas que sociale, elle n'est pas que pédagogique, elle est politique, cette question. Et donc, en fait, moi, je la résume, cette question, à une seule et même question. Est-ce qu'on choisit la coopération? Et là, on entre dans le pédagogique, hein, dans les démarches pédagogiques. Est-ce qu'on choisit la coopération et le commun, comme je viens de le dire, parce que ça va réunir et ça va préparer à des orientations d'égale dignité à l'issue de la scolarité obligatoire, ou est-ce qu'on favorise très tôt dans la scolarité la compétition, la sélection précoce, parce que ça va diviser, ça va humilier ceux qui ne vont pas réussir. Et donc, en gros, est-ce qu'on veut une école de la culture pour tous ou est-ce qu'on veut une école qui fracture? Vous voyez bien que selon la réponse qu'on va donner à ces questions, on n'aura pas la même société à l'arrivée. C'est pourquoi c'est une question éminemment politique. Et pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à la résoudre? Eh bien, parce que la situation de l'école française, c'est une situation qui ne nuit pas à tout le monde. Les dysfonctionnements ne nuisent pas à tout le monde. Les classes moyennes, les classes favorisées s'en sortent plutôt bien pour leurs enfants et sont de ce fait des forces de blocage des réformes qui viseraient à élargir la réussite scolaire à tous les élèves. Chaque fois que l'on va dans ce sens-là, on est accusé d'égalitarisme, de nivellement par le bas. Donc, il y a une sorte de combat politique à conduire. Je reviens à ce que je disais au tout début de mon propos. Ce combat, il faut y associer les familles populaires, il faut y associer les milieux populaires, parce que si ces milieux ne pèsent pas sur les politiques publiques, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vois aussi les questions qui arrivent bellement dans le chat. Est-ce que Ben, tu nous fais le porte-parole de nos collègues enseignants qui écrivent dans le chat? Oui, je vais essayer de faire ça. Il y a pas mal de questions, évidemment, de remarques, de commentaires, des merci d'abord, qui sont voilà, sur vos regards à tous et à toutes très, très justes sur la situation, bien sûr. Il y a eu déjà des réponses apportées, en fait, sur notamment les questions de démographie en baisse et puis des financements, hein, des moyens qui sont alloués ou pas. Et effectivement, il s'agit d'une question éminemment politique, donc voilà, à trancher. L'accès au droit également, voilà, dans quelle mesure on peut permettre cet accès à tous et à toutes. Donc voilà, beaucoup de remarques de ce côté-là. Pas beaucoup de questions. Moi, je veux bien en poser une en termes de comment dire, pour qu'on soit au clair sur le vocabulaire au-delà de ce que peut dire le dictionnaire entre précarité et pauvreté. Est-ce que voilà, est-ce que c'est traité de la même manière? Traité, je dis ça entre guillemets, c'est pas très joli comme mot. Est-ce que c'est traité pareil? Est-ce qu'on doit voilà les aborder de la même façon? Et puis une remarque un peu moi, alors qui est peut-être un peu plus personnelle sur comment on appelle les populations, enfin les classes populaires. Quand on parle d'eux, quand on est enseignant, on dit souvent, et on le dit là ce soir, et je le dis tous les jours, les familles. Mais quand on parle de parents d'élèves,
quand on parle de parents d'élèves, on parle des grands frères, on parle des mamans, on parle des familles. Mais voilà, c'est une remarque comme ça en passant. Vous pouvez vous en saisir ou pas. Pour la précarité, c'est plus compliqué sur le plan statistique. On voit tous que on peut être un travailleur et être un travailleur pauvre et donc, selon ses conditions de vie, être effectivement en situation de précarité. Pour la pauvreté, tout ça est normé au niveau international. On est pauvre dans un pays donné quand on dispose de moins de 60% du revenu médian pour vivre par personne et par mois. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à peu près 10 millions de pauvres dans notre pays. Voilà, tout ça est voilà, tout ça est normé, tout ça est défini, tout ça est relatif évidemment au pays. Aujourd'hui, 60% du revenu médian en France, c'est en gros 1200, 1300 euros par mois pour vivre. Ça, c'est la France. Si vous, évidemment, le niveau de pauvreté en Inde n'est pas du tout le même. C'est 60%, mais c'est 60% en Inde, évidemment. Chaque pays est relativement situé par rapport aux autres. Je vois là que, je vois dans les questions, l'école pour tous a oublié tous ceux et toutes celles qui ont un handicap social. Bon, je vois bien ce qu'il y a derrière cette question et je la prends vraiment avec beaucoup d'intérêt. Simplement, je dis qu'il n'y a pas de handicap social si on y réfléchit bien. C'est-à-dire que tous les élèves, quels qu'ils soient, ont des valeurs, ont des connaissances, ont une culture, et c'est à l'école, finalement, de savoir s'approprier ces différents éléments pour faire commun, justement, dans une classe. Si on dit toujours que les enfants de milieux populaires peuvent être en difficulté pour aborder certains savoirs à l'école. Oui, bien sûr. Ces enfants seraient sans doute moins en difficulté si, à l'école, ils pouvaient, à un moment ou à un autre, se retrouver eux-mêmes parce qu'on prendrait en compte les compétences, les savoirs qu'ils maîtrisent par ailleurs et que ne maîtrisent pas les enfants des classes moyennes et des classes favorisées. Pourquoi est-ce que l'on a fait disparaître de nos enseignements tout ce qui peut ressembler à un travail technologique, un travail manuel, l'électricité, le bois, la métallerie ce sont des savoirs, ce sont des compétences qui ne sont pas inutiles pour quand on se destine à être directeur du budget à Bercy ou être haut fonctionnaire. Ce sont des connaissances qui sont extrêmement utiles et qui permettraient à tous les enfants de s'y retrouver. Donc c'est pour ça que voilà, je nuance un tout petit peu ce que l'on entend par handicap social. Mhm. D'une Dominique? certaine manière, un élève de la bourgeoisie qui ne sait pas réparer son vélo, il est handicapé. Dominique? Oui, il me semble que que la notion de précarité est beaucoup plus fluctuante que la notion de pauvreté. Sociologiquement, la pauvreté, la grande pauvreté, euh, a trouvé des définitions. Je renvoie en particulier aux travaux de l'Observatoire des inégalités, euh, qui a publié un rapport sur la pauvreté, enfin plusieurs, mais le dernier a dû paraître, je crois, en décembre 2024. Il nous a quand même pas mal accompagnés avec des définitions de différents types de pauvreté. Et c'est intéressant parce que dans la première partie est intitulée Pauvreté au pluriel, visible et invisible. La précarité, c'est quelque chose qui s'est beaucoup répandu dans notre société, au point qu'on peut trouver, c'est devenu aussi un mode de management, par exemple, dans le monde du travail, et on peut avoir des précaires avec de très bons salaires, mais pour une durée et qu'ils doivent reconduire, retrouver une nouvelle mission, etc., etc. À l'inverse, on a des personnes qui ne sont pas classées dans la précarité, mais que notre société, euh, voire notre État, maltraite. En tant que militante du réseau Éducation sans frontières en Touraine, je suis amenée à accompagner des demandeurs, enfin des personnes qui demandent la nationalité française. Une personne qui travaille, vous savez, dans un de ces emplois de première ligne, le nettoyage.
l'hygiène a demandé la nationalité française. Il est en CDI depuis 2021, donc on peut penser que les 3 dernières années sont incluses. Réponse de la préfecture: votre insertion professionnelle sur 3 ans est insuffisante. Pourquoi? Parce que, et pourtant, son salaire euh, est dans la zone médiane. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine façon de considérer des gens comme précaires. Alors, vous voyez, bon, ça c'est une première chose. Ensuite, une autre chose qui me semble importante, c'est considérer par rapport à la pauvreté, euh, aussi bien, il y a une question de posture qui me semble extrêmement importante, euh, aussi bien à l'égard des familles qu'à l'égard des élèves. Une question de posture et de regard. Quand je dis à l'égard des familles, je pense à une maman d'élève, rencontre parents-professeurs. Elle vient et la première chose qu'elle me dit avant même de s'asseoir, c'est: Ah, Jérémy nous avait bien dit que vous étiez mal habillé. Alors vous imaginez comment monsieur s'ouvre, puis je la regarde, jean, je suis en jean, veste en jean, j'ai une veste en jean, un sweat banal, j'ai un sweat banal. J'en ai déduit qu'être mal habillé, c'était être habillé d'une façon qui ne fait pas peur, d'une façon qui ne connote pas, et que donc elle s'était sentie alignée, on allait pouvoir discuter simplement. Mais si j'avais rebondi sur le mot mal, eh ben, ce qui semblait être un jugement négatif à mon égard, alors, j'aurais jamais pu créer avec cette mère que je rencontrais pour la première fois le lien que j'ai eu tout au long de l'accompagnement que j'ai pu faire de la scolarité de ses enfants. Même chose avec Pascaline, hein, dont j'ai évoqué le travail de rédaction et de réécriture. Bah, ce qui m'a permis de... Alors Pascaline, hein, c'est l'exemple même de l'élève qui vous bouleverse une classe et euh, quand on ressort de là, on a bien transpiré, mais euh, à, la, à, la, lecture, ce que j'ai trouvé extrêmement important, c'est de dire: je ne la regarde pas comme un censeur, enfin moi en position de censeur, mais en position de lecteur qui a été touché par quelque chose qui traverse son texte. Et à partir de ce moment-là, ça n'a pas été le bouleversement de mes relations avec Pascaline, faut pas mythifier, mais on a pu régulièrement dialoguer. Et ça, c'était quelque chose d'important parce que pour elle, je n'étais plus tout à fait du côté des ils avec un S, c'est-à-dire des tout-puissants qui ont le pouvoir de vous couper l'électricité, de vous empêcher de viser l'avenir dont vous rêvez, qui vous jugent, etc. Tu dis il, c'est comme un peu l'appellation eux et nous, hein, Voilà, c'est c'est toujours, complètement eux et nous. Mais voilà. on voit souvent, on entend souvent Mhm, il qui incarne les tout-puissants maltraitants. Et mhm, souvent, mhm. eh ben, l'école est assez souvent perçue comme étant du côté de ces tout-puissants maltraitants. Et ça, c'est grave. Oui. Alors, les cahiers pédagogiques, dans leur manière de procéder, vous offrent aussi des très, très beaux dessins. Et c'est vrai que nous avons cette richesse. À la page 31, on a un dessin sur lequel on aimerait vous faire réagir, mais je vois David Dumont qui a levé le doigt. La parole est à toi. Et ensuite, on va enchaîner avec un magnifique dessin des cahiers. Oui, je voulais réagir sur ce qui vient d'être dit, sur le fait que l'école est pointée comme un espace ou comme un endroit maltraitant et identifié comme cela.
L'association ATD Carmonde a rendu ce week-end le résultat d'un travaux d'expérience, de repérage qui ont été menés dans des écoles et collèges depuis 5 ans. Et avec des personnes, ils appellent ça chez eux les militants, des parents d'élèves issus de ces classes populaires, de la grande pauvreté. Et les témoignages qui ont été importants de ces personnes-là, parce ils étaient nombreux dans la salle, euh, pour beaucoup disaient, nous avons trouvé le chemin et nous avons fait la paix avec l'école, avec l'institution. Ça veut dire que tant que ce moment-là n'est pas acquis, tant qu'un moment de dialogue, de rencontre pour se connaître, pour se reconnaître, pour créer ce climat de confiance n'existe pas, on pourra invoquer toute réforme pédagogique, ambition politique. Ces gens-là, ces gens-là, vous voyez, on en parle comme ça, cette population-là a tellement le sentiment d'être assignée d'être assignés dans leurs conditions qu'ils n'osent pas avancer et faire le pas. Et ils sont en colère. Dans notre fédération, quand ils viennent nous voir, la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont en colère. Ils ne comprennent pas d'avoir été exclus de telle ou telle chose. Ils ne comprennent pas pourquoi la bourse n'a pas été versée et l'institution n'arrive pas à traiter ça. Jean-Paul Delahaye tout à l'heure parlait des infirmières. Quand on a fait notre colloque à Avignon sur cette question-là, il y a une infirmière qui est venue témoigner, une infirmière scolaire, qui disait, moi aujourd'hui je suis seule, je suis affectée dans une école et dans 10 écoles et un collège. Ça faisait 1500 gamins qu'elle devait suivre. Elle disait, ben, je fais le premier bilan et après je donne mes informations aux familles, mais elle dit, je n'ai absolument pas les moyens, nous ne sommes pas suffisamment nombreuses pour pouvoir suivre les situations qu'elles ont identifiées d'ailleurs, qu'ils et qu'elles ont identifiées. Donc là, il y a un vrai souci là-dessus. Les assistantes sociales qui sont aujourd'hui absentes des établissements. Et puis après, tout à l'heure, je vous parlais d'assignation de la condition. Euh, Moi, personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi, par exemple, on parle de l'assignation aussi à orientation, puisqu'en fait, les classes populaires sont plutôt orientées vers les filières professionnelles. Et le système éducatif est organisé et a organisé ses choix de programme de façon telle que ben, si vous êtes en lycée professionnel, vous n'aurez pas la possibilité de réfléchir sur le monde et sur ce qui vous entoure. Dans les formations Bac Pro, il n'y a pas d'heure de philosophie. Vous voyez? Donc, quand on parle de maltraitance, c'est ça que l'institution scolaire renvoie aussi à un moment. C'est-à-dire, vous êtes dans un lycée professionnel, c'est pas l'usage de philosophie et de réfléchir sur le monde qui vous entoure. Euh, et ça, aujourd'hui, il faut vraiment se réveiller là-dessus. Jean-Paul Delahaye disait tout à l'heure, il faut que les classes populaires se mobilisent sur cette question-là parce que ça ne se fera pas sans eux, mais il va falloir que tous les acteurs éducatifs qui sont aguerris des codes de l'école et acteurs puissent vraiment laisser la place à ces classes populaires parce qu'elles n'oseront pas d'elles-mêmes mettre, pardon de l'expression, mais mettre le pied dans la porte, quoi. Merci. Alors, le dessin. On est tous d'accord pour dire qu'il faut un minimum de travail personnel dans une scolarité, sauf que tous les enfants ne sont pas à égalité dans dans ce travail personnel. Le ministère lui-même, d'ailleurs, l'ADEP, la direction d'évaluation du ministère, en 2021, a publié une étude qui montre que, en gros, 60% des élèves disent qu'ils sont en difficulté dans le travail personnel quand il est demandé. Travail personnel effectué à la maison. Donc, c'est pas un petit sujet. Il y a effectivement un problème de moyens matériels. J'appartiens au conseil scientifique de l'UNICEF et en 2024, l'UNICEF a montré que 24%, en gros un quart des élèves, n'ont pas chez eux les outils numériques nécessaires pour faire ce travail à la maison. Donc c'est un vrai sujet. Peut-être que dans le dessin, il faudrait peut-être aussi, mais on ne peut pas tout dire dans un dessin, qu'il y a aussi un problème d'accompagnement humain. Est-ce qu'il y a dans toutes les familles des adultes qui ont fait des études pour être en capacité d'accompagner leur enfant dans le travail personnel? La réponse est évidemment non, c'est-à-dire que ça devient un vrai sujet quand l'école
parce qu'elle est prise par le temps, parce que les rythmes scolaires à l'école élémentaire sont délirants. On est le seul pays au monde à faire 4 jours de 6 heures. On n'a pas le temps de tout faire. Et donc, on a tendance à déporter en dehors du temps scolaire des tâches qui relèvent de l'école. Et donc, les militants, Carmen, dont parlait David Dumont il y a un instant, samedi, ont dit, mais le travail personnel, les leçons, les devoirs, c'est un poison pour nous. C'est un poison parce que nous voyons bien que nous sommes en difficulté et que notre enfant est en difficulté. Donc, le rôle de l'école, c'est de faire à l'école tout ce qui relève de l'école, y compris le travail personnel. Et donc, il faut trouver des moments dans les emplois du temps, dans les agendas, pour que tous les enfants soient à égalité dans le travail personnel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, bah, le dessin, moi, ça renvoie à mon expérience professionnelle. Enfin, je retrouve un peu ce que je dis du coup sur les conseils de classe et les appréciations qu'on met rapidement parce que parfois on prend pas le temps hein, de bien connaître les élèves et effectivement on met des mots mais on regarde pas ce qui se cache derrière et c'est vrai que je pense que cette question de temps elle est importante parce qu'il faut du temps pour comprendre les situations des élèves, il faut du temps aussi pour tisser des relations de confiance avec des familles. Alors moi, je travaille aussi, enfin, je participe aussi au réseau école d'ATD Carmonde à Lille et donc je dialogue aussi avec des parents d'élèves issus de la grande pauvreté. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de malentendus et on doit beaucoup expliciter aussi, bah, ne serait-ce que les missions par exemple du CPE, elles sont pas forcément non plus connues. J'ai une collègue aussi directrice de SECPA qui participe donc au réseau et il y a beaucoup de questions posées par les parents sur nos métiers, sur pourquoi tel enfant est orienté en SECPA. En fait, enfin, pour moi, enfin, ce dessin renvoie aussi à toutes ces questions-là. Ouais. Oui, ben, Jean-Paul Delahaye parlait de ce qui avait été dit à TD Carmonde sur le poison des devoirs. Il y a quelques années, la FCPE avait fait une campagne contre les devoirs à la maison et contre cette forme d'externalisation pédagogique, de transfert vers les familles, quoi, en fait. Donc, une fois de plus, c'est-à-dire que dans les milieux les plus favorisés, ça ne pose aucun problème. Dans les endroits, dans les familles socialement défavorisées, dans les milieux de la grande pauvreté, euh, les espaces de travail n'existent pas, le soutien des familles, des parents n'est pas là forcément aussi pour accompagner les enfants dans de bonnes conditions de travail et les soutenir aussi dans l'exécution des tâches et des devoirs. Et puis, depuis quelques années, c'est créé une nouvelle forme d'externalisation et qui projette encore plus loin les familles les plus éloignées des codes de l'école, c'est l'externalisation de la relation parent-école avec les outils Pronote et toute cette dérive où aujourd'hui nous ne pouvons que nous connecter que par ces outils-là pour pouvoir rentrer en contact avec l'établissement, les enseignants et ces choses-là, alors que l'on compte plus de 15 millions, je crois, de familles, de personnes victimes d'électronisme aujourd'hui dans notre pays. Et donc, ça veut dire qu'une fois de plus, ce sont les familles les plus en attente de l'école, une fois de plus, de l'école publique, qui se retrouvent par la mise en place de dispositifs, d'approches, je vais le dire comme ça, pédagogiques, exclues de ce qu'elles attendent le plus, quoi, en fait. Et je voulais aussi rajouter, au-delà du dessin, justement, parce qu'on parlait de ce temps Nicolas Serradin parlait aussi des moments où on puisse se retrouver pour s'expliquer, parce que l'école a cette fâcheuse tendance d'être dans l'implicite, dans sa propre communauté scolaire. La loi d'orientation de 2013 avait favorisé la mise en place d'espaces dits de parents pour que les parents puissent se rencontrer dans les établissements, puissent dialoguer, découvrir aussi ce que pouvait être un établissement et créer différents outils, manifestations, actions qui pouvaient faire en sorte que la communauté éducative d'un établissement puisse se rencontrer. Mais aujourd'hui, tout ça a été largement abandonné ou laissé à, euh, à l'appréciation des établissements. Et quand nous, dans nos réseaux de parents d'élèves, on en discute, c'est
ça relève des pratiques innovantes, quoi, en fait, alors que c'est inscrit, ça a été largement inscrit et voulu dans la loi d'orientation de 2013. Il y a eu à un moment, même à l'école primaire, ça n'a pas duré très longtemps et je me souviens plus de qui était ministre à l'époque, euh, on était censé faire en primaire des devoirs sur le temps de classe. Alors, sachant qu'en primaire, quand on dit devoir, déjà, c'est interdit de... On peut donner un exercice à refaire, on peut donner une leçon à apprendre, mais on n'est pas censé donner ce qu'on appelle communément des devoirs. Mais en tout cas, on était censé les faire sur le temps de classe. Ça n'a pas duré très longtemps. Il n'y a pas forcément eu non plus la formation qu'il fallait avec, mais je crois que là, il y a une piste à explorer. Sinon, sur ce dessin, moi, ce que j'aime bien là, c'est la façon dont on retrouve la question du regard porté sur l'élève et la question du malentendu. Parce que le professeur écrit manque de travail personnel, probablement sans se poser trop de questions, alors que derrière, c'est beaucoup plus complexe. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est la tête de l'enseignant. Moi, avec ses oreilles en arrière, la goutte d'eau, le gondolet du bec, j'interprète ça comme ouais, je suis un peu, j'ai dégainé un peu vite. Et je pourrais revoir je pourrais revoir, parce qu'après tout, en tant qu'enseignant, comme en tant que tout humain, on fait des bêtises, on dit des bêtises, on écrit des bêtises, et c'est important que, y compris, on puisse le reconnaître. Si c'est dans un face-à-face, le reconnaître en face-à-face. Si c'est public, le reconnaître aussi publiquement. Moi, ça m'est arrivé de présenter des excuses à un élève et de les présenter devant toute la classe, puisque ce que j'avais dit avait été devant toute la classe. Et ça n'a jamais rien ôté à mon autorité, ou au contraire. Vous remercier de la part des cahiers pédagogiques pour tous les apports des uns et des autres et ce qui nous donne vraiment fortement envie de découvrir le dossier, de le lire, hein, de la première à la dernière page. Vous savez très bien où le trouver en ligne, vous abonner au cahier pédagogique et nous nous dirigeons tranquillement vers un prochain webinaire sur le numéro de enseigner les compétences psychosociales si elles peuvent s'enseigner. Et nous remercions chacun d'entre vous pour cette belle participation et on en sort un peu plus enrichi sur cette question et j'espère un peu plus outillé pour pouvoir aller de l'avant sur la question de la pauvreté qui est inlassablement à recommencer et à continuer. Donc, en préalable de ce moment, on avait une petite discussion de préparation et on s'est dit, mais il ne faut pas perdre ni les acquis actuels qui peut-être partent et il faut les garder. Rien n'est acquis, rien n'est gardé, préservé dans le bronze et on le fait pour ces élèves qui ont besoin de l'école plus que tout et qui croient encore dans l'école, qu'elle puisse être un endroit où on peut devenir, grandir et s'émanciper. Nous vous remercions beaucoup à tout le monde et on va rester sur cette note jusqu'au prochain webinaire.